Allez, dégage! Les villes, ce sont des lieux anxiogènes axés uniquement sur le progrès, la rapidité et la surconsommation. J'ai envie de fuir toute cette agitation, de partir loin sans jamais me retourner, de courir vers l'Orient, vers les soleils levants, à contre-courant. J'ai le sentiment de n'avoir rien appris durant toutes ces années, que la vérité se trouve dehors, sur les routes. Finalement, je n'en sais pas plus sur moi que sur le monde extérieur. En courant vers l'Orient, je pourrais découvrir le monde de mes propres yeux, apprendre qui je suis réellement. La route de la soie, c'est l'un des réseaux d'échanges commerciaux les plus connus du monde. Il relie la Chine au bassin méditerranéen en prenant fin dans l'ancienne ville de Constantinople. Cette route s'est majoritairement développée durant la dynastie Han, entre 206 avant Jésus-Christ et 220 après Jésus-Christ. Mais elle n'est pas sans danger. Elle traverse de nombreux déserts, des zones politiques instables. Les routes peuvent vite se transformer en pistes poussiéreuses et le vent peut facilement métamorphoser ce décor en celui d'un film de fin du monde. C'est dans cet univers aux multiples cultures que j'ai décidé de me rendre à vélo. L'objectif est de taille, 15 000 km pour allier la ville de Rennes à celle de Xi'an en Chine, qui symbolise la fin de la route de la soie. Mais ce projet n'aura jamais dû voir le jour. Kylian, ça va? J'ai été touché par la maladie de Lyme, une pathologie transmise par une morsure de tique. Après 3 ans de combat acharné contre cette pathologie, j'ai réussi à repousser cette borréliose de Lyme. Très peu de Français y parviennent avec les moyens dont nous disposons. J'ai combattu et j'ai vaincu. Je m'estime chanceux, mais sans le sport, sans cette rage de vouloir courir de nouveau, de pouvoir refaire de la compétition, sans ce mental, je n'aurais jamais réussi à sortir de ce tunnel. Sans cette combativité et sans l'aide de ma mère. Après cette épreuve, j'ai eu de grands projets, comme la publication de mon livre Lyme un combat et de reprendre la compétition dans le monde du sport. Toutefois, rien ne s'est passé comme je l'avais imaginé. 5 ans après cette morsure de tique, un tesson de verre est venu me sectionner 3 tendons au niveau de la cheville. Normalement, je n'aurais jamais pu recourir de ma vie et marcher en boitant.
C'est en étant malade, handicapé, privé de son libre arbitre, que nous prenons conscience de l'importance des petites choses, de l'essentiel. C'est dans ce moment de réflexion que j'ai pris une décision, pour me rendre utile, pour donner un sens à toutes ces épreuves. Avec un ami, nous avons créé l'association du Green Lyme Tour. Le but étant d'organiser chaque été un voyage à vélo pour faire de la prévention sur la maladie de Lyme et sur la protection des écosystèmes. Ce sont 3 thématiques qui nous tiennent à cœur. Le sport, l'environnement, la santé. Le sport pour le dépassement de soi, l'environnement pour protéger notre avenir, et la santé parce qu'elle est au cœur de tout projet. C'est le maître mot parmi les choses essentielles. Mais quel est le lien entre la maladie de Lyme et la protection des écosystèmes ? Premièrement, il y aura une corrélation entre l'augmentation du nombre de tiques et le réchauffement climatique. Et deuxièmement, les prédateurs comme les lézards, les fouines, les renards, les loups sont des réducteurs naturels face à la prolifération des tiques. Les lézards mangent les œufs ainsi que les nymphes des tiques. Les renards, quant à eux, dévorent les mulots et les campagnols qui servent de repas aux nymphes. Et les loups mangent les chevreuils qui servent de dîner aux tiques adultes. Le problème, c'est que les loups sont une espèce menacée en France, et que les renards peuvent être abattus durant les périodes de chasse. C'est pour toutes ces thématiques que nous avons créé cette association. Depuis, nous avons parcouru plus de 4000 km sur le territoire français et à l'étranger, organisé des collectes de déchets, nous sommes intervenus dans des écoles et nous médiatisons toutes nos actions. Mais pour cette année, j'avais envie de voir plus grand, de faire une action qui n'avait encore jamais été faite jusqu'ici, de repousser les limites, qu'elles soient physiques ou mentales. Cela fait des années que je rêve de l'Asie, de la route de la soie, de la culture orientale. Et un matin, je me suis levé avec l'intime conviction d'avoir trouvé ma voie. Traverser le continent européen et asiatique à la seule force de mes jambes. Le projet de traverser toute l'Eurasie n'est pas né en quelques jours. Inconsciemment, j'y pensais déjà depuis très longtemps. C'est ce livre qui a fait germer cette idée. J'ai parcouru les pages de cet ouvrage pendant des années. Mais maintenant, je ne veux plus voyager au travers de ces photographies. Je souhaite écrire ma propre histoire. Pour la personnaliser, j'ai fait le choix de ne pas suivre le chemin le plus direct. La logique n'a de sens que quand nous sommes acculés. Ainsi, j'ai pris la décision de passer par les pays du Nord, de rendre visite aux terres vikings avant de redescendre par les pays baltes et de franchir les contrées de l'ancien empire ottoman. À cet endroit, et seulement à partir de cette étape, je pourrai débuter l'expédition de la route de la soie. Ce projet, c'est approximativement 15 000 km à parcourir en terre inconnue. En voiture, cela peut être relativement rapide. À vélo, cela peut prendre plusieurs mois. Depuis mon voyage en Islande il y a 1 an, j'ai commencé à avoir des remords sur le fait de prendre l'avion. Chaque vol a des conséquences sur l'environnement. Maintenant que je l'ai compris, je ne veux plus participer à la destruction de ce que je suis venu voir en prenant des oiseaux faits d'aluminium. Je ne dis pas que je ne prendrai plus jamais l'avion, mais je ferai en sorte de l'éviter au maximum. C'est ainsi que j'ai pris la décision de partir à vélo, seul et sans assistance. Ce qui veut dire que je ne pourrai compter sur personne face aux bêtes sauvages, aux problèmes mécaniques, aux barrières de la langue, face aux différentes tempêtes, qu'elles soient faites d'eau ou de sable, face au désert, et plus dangereux encore, face à la malveillance de l'homme. Lolo, est-ce que tu peux être honnête avec moi? Quand je t'ai annoncé le projet à vélo jusqu'en Chine, Ouais. qu'est-ce que tu en as pensé quand je t'ai dit que j'allais passer probablement par des pays comme la Suède, la Norvège, donc le nord de l'Europe, puis après des pays comme sûrement la Russie ou l'Iran et surtout le Kazakhstan, en plein désert, isolé du monde tout simplement? Bah écoute, ma première réaction, c'est une réaction positive, c'est de faire waouh, projet très très ambitieux, et puis bon, à ton âge, voilà, c'est superbe. Après, ça met quand même en avant plusieurs défis. Je pense le défi physique, forcément, 15 000 km, c'est pas rien. Plus de 100 km, j'imagine, de moyenne par Oui. jour, avec au moins 40-45 kilos de charge. Bon, c'est juste énorme. Bon, je connais tes capacités un peu hors normes, voilà, physiquement. Après, il y a aussi le défi psychologique. Tu vas être tout seul, passer le moment d'euphorie. Bon, Oui. comment ça va se passer à ce niveau-là? Ça, c'est autre chose. Et puis la troisième chose, c'est tout ce qui est aléatoire, donc par définition qu'on ne connaît pas. Est-ce que tu vas pas avoir des soucis de santé? Oui, comme tout le monde. Des problèmes mécaniques, comment tu vas faire pour réparer? Il y aura peut-être la barrière de la langue aussi à ajouter. Et puis, à l'énoncé des pays, quand j'entends Iran, voire Russie, enfin,
En ce moment, au niveau géopolitique, c'est quand même pas des pays où il faut aller. Et ça m'embête beaucoup quand même. Je comprends. Il est temps de partir, de découvrir d'autres cultures, de rouler vers l'inconnu. Pour l'instant, je ne réalise absolument pas que je pars pour plusieurs mois. J'ai l'impression de ne pas être prêt. Mon estomac ne l'est pas non plus, puisque je fais une première intoxication alimentaire dès le premier soir dans la ville de Cancale. À ce moment-là, mes proches me conseillent de décaler mon départ de quelques jours, tout simplement parce que j'ai eu une intoxication alimentaire dès le premier soir, que j'ai vomi toute la nuit, que je pars avec une grosse fatigue chronique, que je n'ai pas de préparation physique puisque je n'ai pas pu m'entraîner à cause d'une blessure que j'ai eue il y a quelques mois. Donc pour toutes ces raisons-là, ils me conseillent de décaler mon départ de quelques jours. Sauf que pour moi, c'est juste impossible. Ça fait des mois que je me prépare pour cette expédition-là. Dans ma tête, c'est clair et net, il faut partir maintenant. Si je décale de quelques jours mon départ, je ne sais pas si j'aurai encore la volonté de partir avec cette même fougue. Donc je décide de ne pas les écouter et de partir. L'intoxication alimentaire ne m'empêche pas d'avancer. Je serre les dents. Je quitte la Bretagne au 2e jour de l'expédition, direction le nord de la France. Au passage, je salue le Mont Saint-Michel, la 8e merveille du monde. En arrivant en Belgique, la météo se dégrade fortement. Je traverse tout le pays sous la pluie, en profitant des moments d'accalmie pour visiter. Je commence par la ville de Bruges, surnommée la Venise du Nord. Cette ville est pour moi l'une des plus belles du pays. Je fais également une intervention dans une école Montessori, à Waterloo, pour parler de mon projet aux jeunes générations. Il me semble important de montrer aux enfants qu'il est possible de voyager tout en respectant la planète. Pour mon 3e pays, je découvre les Pays-Bas, toujours accompagné de la pluie. En arrivant, j'aperçois ces prestigieux moulins qui font la renommée de ce pays, mais aussi la ville de Dordrecht avec son église Notre-Dame, la ville de Delft que j'ai tout particulièrement appréciée pour ses grandes églises, et pour son moulin le long de la ligne tramway. Ce pays est très agréable à vélo. Il y a des pistes cyclables absolument partout, et contrairement à la Belgique, elles sont entretenues. Avant de le quitter, je me suis arrêté dans le petit village de Bourtange, à la frontière allemande. Ce village en forme d'étoile a été fortifié pendant la guerre de 80 ans, avant d'être bloqué pour les ravitaillements. Vu du ciel, c'est juste impressionnant de voir cette forme géométrique. En Allemagne, je suis rejoint par une de mes abonnées pour rouler quelques jours ensemble. Nous en profitons pour visiter la ville de Lübeck, qui m'a particulièrement surpris. C'est un lieu que j'aimerais revoir en prenant vraiment le temps de flâner. Cette fortification médiévale a été restaurée durant la fin de la période gothique. Elle est un symbole fort de cette ville pittoresque. Puis nous avons poursuivi notre chemin ensemble au Danemark jusqu'à Copenhague. Honnêtement, j'ai été agréablement surpris par ce pays. Je ne m'attendais pas à grand chose, et finalement j'ai apprécié ses paysages, ainsi que ses nombreux châteaux, dont celui de Valoslot. C'est à cet endroit que j'ai fait chuter mon drone. Depuis je le pilote avec une réparation faite maison. La Suède n'échappe pas à la règle. Je la traverse sous la pluie, en rencontrant de nouvelles tempêtes. Je m'arrête très peu pour visiter, et je renonce même à certains lieux pour fuir le plus rapidement possible. Sur la côte ouest, je profite surtout de ce village, Fiskebekskil. En remontant plus haut jusqu'à Oslo, en Norvège, je ne trouve rien d'exceptionnel. Je retourne directement en Suède et j'assiste à la Midsummer avec mes hôtes, qui est également connue sous le nom de solstice d'été. C'est génial de pouvoir s'imprégner des cultures et danses traditionnelles. Je poursuis ma route le long de la côte est du pays, en remontant vers le nord. Je traverse les parcs nationaux et je me sens de plus en plus seul sous la pluie. Je commence à ressentir la lassitude des paysages. Les bivouacs humides se succèdent et un soir, des larmes me coulent sur les joues. Je craque pour la première fois. Pour préciser un peu le contexte, ça fait 1 mois que je roule, 3 semaines que je pédale sous la pluie, que j'enchaîne les tempêtes, que ce soit aux Pays-Bas ou en Suède, que j'ai des vents de face entre 50 et 60 km/h, que je roule dans une région du monde où les paysages se ressemblent énormément. En fait, je tombe dans une certaine monotonie des paysages, et ce qui va me marquer le plus, c'est l'accueil des habitants. C'est le fait d'avoir demandé de l'eau dans un village et de m'être fait envoyer balader alors que je demandais juste de l'eau, le minimum vital.
Et ce soir-là, quand je monte ma tente et que j'essaie de me réchauffer comme je peux, parce que forcément tout est humide, je craque. C'est la première fois que je craque sur cette expédition-là. Je me rends compte que je suis parti pour plusieurs mois et que ça va être compliqué, que là je suis dans une période vraiment dure, et que si là je ne fais rien pour quitter cette sphère négative, je vais finir par abandonner. Je me connais. Donc là je prends une décision assez radicale, c'est de prendre un ferry le plus rapidement possible pour passer de la Suède à la Finlande, afin d'aller aussi le plus vite possible à Helsinki, donc la capitale du pays, pour reprendre de nouveau un ferry et arriver vers les pays baltes où apparemment la météo est beaucoup plus clémente. Donc je pense que sans cette prise de conscience, sans cette décision de couper 700 km sur mon itinéraire de base, je pense que là ouais, j'aurais pu mettre en danger mon expédition et j'aurais pu abandonner. En arrivant en Estonie, j'ai déjà plus de soleil. Je reprends goût aux choses simples de la vie. Je prends le temps d'observer tout ce qui se passe autour de moi, de profiter de l'instant présent. Je visite les parcs. Je fais des détours pour voir de vieilles ruines le long du golfe de Finlande. La nature m'offre de belles surprises. Elle me rappelle mon combat, qu'il faut continuer de se battre pour la préserver. Je continue de faire des détours et je pousse mon vélo jusqu'à Narva, pour observer la frontière russe. Simple curiosité avant de redescendre vers la Lettonie. En chemin vers mon 10e pays, je m'arrête devant le couvent de Kurmae. Je ne suis pas croyant, mais j'adore visiter les monuments religieux. Ils me fascinent tout autant que les châteaux. En Lettonie, je profite justement de ces magnifiques constructions. Je me promène autour du château de Sigulda, construit en 1207, et le château de Turaida, construit en 1214. À Riga, après avoir roulé plus de 5000 km, je profite de la capitale pour y passer quelques jours entre amis. Cela me redonne de l'énergie pour la suite de l'aventure. J'en avais besoin. La Chine est encore loin. Avant de quitter la Lettonie, je m'arrête dans un dernier château, celui de Rundal construit par l'italien Rastrelli, à qui nous devons également le palais d'hiver à Saint-Pétersbourg. Pour traverser la dernière nation des pays baltes, je dois parcourir les terres de la Lituanie. Ce pays est assez connu pour la colline aux croix. C'est un site vraiment particulier qui est accessible de jour comme de nuit. Et ce jour-là, j'ai eu la merveilleuse idée de dormir sur place, dans ma tente. Sur cette partie du voyage, je n'ai pas suffisamment fait attention à mon hygiène, puisque j'ai commencé à avoir des infections au sexe. Cela ne m'a pas empêché de continuer à pédaler et de visiter les différents monuments sur ma route. J'étais motivé, je savais que j'allais pouvoir retrouver ma maman et mon beau-père sur mon chemin. Ils avaient prévu de me suivre sur plusieurs semaines, l'un en voiture, l'autre à vélo en augmentant progressivement le poids des bagages. Nous nous sommes retrouvés dans la ville de Kaunas avant de poursuivre tous ensemble vers l'emblématique forteresse de Trakai. C'est l'un des lieux les plus connus avec la colline aux croix. Cet endroit est magnifique, mais beaucoup trop touristique. Nous sommes vite partis vers Vilnius. Il s'agit de la capitale du pays. Son nom provient de la rivière qui traverse la ville, la Vilnia. C'est la dernière ville que j'ai visitée des pays baltes. Ensuite, nous avons roulé jusqu'en Pologne. C'est tellement agréable de pouvoir rouler à deux, de discuter tout en profitant des paysages qui défilent autour de nous. Pour moi, partager ce petit bout d'aventure avec ma mère, c'était juste magique. C'est elle qui m'a éduqué toute seule, c'est grâce à elle que j'ai pu me sortir de la maladie de Lyme, c'est elle qui s'est occupée de moi quand j'étais alité pendant plusieurs mois à cause de ma cicatrice à la cheville. Donc franchement, si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à elle. Donc le fait de partager ce petit bout d'aventure avec elle de quelques semaines à l'étranger, c'était juste magique. Et puis en plus, il faut prendre en considération qu'elle était malade à ce moment-là, donc elle arrivait quand même à faire ses 70-80 km de vélo en plus des visites, et malgré notre différence d'âge, donc ça c'est quand même à prendre en considération. Et franchement, là-dessus, je la félicite parce que il n'y a pas beaucoup de monde qui aurait réussi à faire ça. Et le fait de partager ça entre mère et fils, ouais, c'est un super souvenir. Franchement, je m'en souviendrai toute ma vie et je la remercierai jamais assez pour ça. En Pologne, je suis surpris par la diversité des paysages. Il y a tellement de choses à voir et de lieux riches en histoire. Par exemple, ce château teutonique à Malbork, datant du XIIIe siècle, est l'un des châteaux gothiques en briques les plus élaborés du monde. Je suis également surpris par l'architecture de la ville de Gdansk, qui est l'une de mes villes préférées du pays. Il y a énormément d'animations dans la plupart des villes que nous visitons. À Poznan, je suis impressionné par les basiliques. Je ne comprendrai probablement jamais comment des hommes ont pu construire de si belles choses au nom d'une religion. Je reprends goût peu à peu aux villes, au fait d'être entouré par de nombreuses autres personnes. Mais combien de temps cela va-t-il durer ? Wrocław est l'une des dernières grosses étapes citadines avant de quitter ce pays. Cet endroit est surtout réputé pour la chasse aux nains. Il y aurait plus de 300 statuettes de bronze réparties dans toute la ville. C'est aussi à cet endroit que nous quittons mon beau-père. Désormais, il n'y aura plus d'assistance pour ma maman. Elle devra porter toutes ses affaires sur son vélo. Ainsi, nous continuons notre voyage à deux, en pédalant vers la République tchèque. En chemin, nous tombons amoureux du château de Zameckchange. L'histoire de cette demeure est assez sombre. Par exemple, elle aurait servi de nouveau quartier général pour Hitler. Les nazis ont même construit un réseau de tunnels souterrains sous le château, en utilisant comme main-d'œuvre les prisonniers des camps de concentration.
Plus loin, nous nous sommes enfoncés dans les parcs nationaux, à la recherche de tranquillité. Cela fait du bien de quitter le brouhaha intempestif des villes, de retourner à l'essentiel. Nous en oublions même le danger qui pourrait nous guetter, en pleine nuit, totalement isolés de la population. Avec ma mère, on a réussi à trouver un lieu de bivouac incroyable en Pologne, à l'entrée d'un parc national. Et là, on s'est dit, c'est sûr, personne ne va nous déranger, on est vraiment totalement isolés. Sauf que vers 1h du matin, j'entends des bruits de pas qui viennent vers la tente. Et là, je comprends que le gars, il est au niveau de nos vélos et qu'il essaye de les voler tout simplement. Donc, je me réveille en sursaut, je prends la lumière, je sors de mon duvet, je sors de la tente. Je suis littéralement en caleçon dehors avec ma petite lampe torche à essayer de voir nos vélos. Et je me rends compte qu'en fait le gars a déjà déguerpi et qu'il est en train de s'éloigner un peu plus loin parce que je vois sa lumière qui s'éloigne. Et je me recouche. Je raconte tout ce qui s'est passé à ma mère et là elle est paniquée. Du coup ça me rassure absolument pas. Je commence à flipper aussi. Donc moi je sors le couteau qui me sert normalement pour la cuisine et j'ai la bonne idée de dormir avec en le posant sur ma poitrine. Et vers 3h du matin le gars revient quoi. Et là par contre ça me fait plus tout rigoler. Je sors le plus rapidement possible de ma tente avec le couteau à la main, cette fois-ci prêt à m'en servir alors que je sais pas du tout me battre. Et là je me rends compte que le gars c'est pareil, il s'est encore enfui pour la deuxième fois. Et je retourne me coucher en espérant que le gars ne revienne pas une troisième fois. Et finalement il n'est jamais revenu. Mais ce que je retiens de cette nuit-là, c'est que faut jamais baisser sa garde en fait. C'est pas parce que ça fait 3 mois que je suis en train de rouler sur les routes et que je tombe que sur des gens formidables que je suis pas à l'abri de tomber sur quelqu'un de mauvais avec des intentions mauvaises. Donc ça m'a fait une petite piqûre de rappel et limite c'était pas plus mal. Nous mettons 2 jours à quitter la Pologne après cette tentative de vol en pleine nuit. Nous en profitons pour contempler la nature et ses nombreux édifices qui font désormais partie intégrante des paysages. En arrivant en République tchèque, nous avons roulé en direction du parc national de la Suisse bohémienne. Cet endroit est féerique, comme hors du temps. Il est notamment connu pour ses rochers de calcaire qui se dressent de manière aléatoire et pour son arche vertigineuse. Il s'agit de la plus grande porte naturelle d'Europe. Nous avons dormi dans ce cadre, entouré d'arbres morts, brûlés par les flammes en 2022. Le lendemain, nous sommes partis faire un détour vers l'Allemagne pour visiter la ville de Dresde. C'est à cet endroit que nous avons fêté mon anniversaire. Nous avons adoré cette ville, surtout pour son centre historique réservé aux piétons et aux vélos. Il y a énormément de beaux édifices richement décorés qui attendent d'être observés par les visiteurs. Avant de quitter l'Outre-Rhin, nous nous sommes arrêtés dans le parc national de la Suisse saxonne. Ce lieu, qui est accessible de jour comme de nuit, offre un point de vue magnifique sur le fleuve d'Elbe. Ces blocs rocheux sont impressionnants, donnant vie à de majestueuses falaises. C'était juste fabuleux de pouvoir admirer ces formations graisseuses dans les premières lueurs du jour. De retour en République tchèque, nous avons fait une pause de 10 jours à la capitale pour y retrouver de la famille. Nous avons visité le musée national de Prague, qui est très intéressant pour comprendre l'évolution de l'histoire naturelle. Mais également des cabarets, qui redonnent vie aux spectacles médiévaux. Cette ville au Centaure mérite bien sa réputation. Elle est poétique par son architecture pittoresque. En quittant le cœur de la Bohème, nous avons laissé derrière nous nos proches et tout le confort d'un appartement. Nous nous sommes arrêtés devant le château gothique de Karlstein, construit au XVe siècle. Cette ancienne forteresse royale est pour moi la plus belle du pays. Fondée par l'empereur Charles IV, cet édifice a servi de trésor pour les joyaux de la couronne impériale du Saint-Empire romain germanique, ainsi que pour la couronne royale des États de Bohême. Nous avons dévalé les petites routes de campagne en profitant d'un macadam de bonne qualité pour nos montures. C'est tellement agréable de pouvoir rouler loin de la pollution et de profiter du paysage sans avoir à se soucier des automobilistes. En République tchèque, c'est un régal de pouvoir se déplacer à vélo. Ce pays est surtout connu pour sa capitale, mais honnêtement, tout ce qu'il y a autour mériterait autant d'attention. Par exemple, ces châteaux et monuments ne sont pas connus du grand public, et pourtant ils recèlent de mystères. Ils sont certes isolés pour la plupart, mais c'est ce qui donne du charme à tous ces édifices. C'est un parfait mélange entre la nature et le résultat d'une architecture artistique. Nous avons pédalé jusqu'au parc national de Lednis-Valtis, le long de la frontière autrichienne. Ce lieu est vraiment fascinant. Il regroupe tout un ensemble de châteaux, un minaret, des arcs de triomphe grecs. C'est un véritable mélange culturel au sein d'un parc national. C'est l'endroit rêvé pour des passionnés de photographie.
C'est sur cette douce note que nous avons quitté la République tchèque, avec un petit pincement au cœur. En Autriche, soit le 14e pays de cette expédition, nous fusons en direction de la capitale. Je profite pleinement de ces dernières heures de vélo, en compagnie de ma maman. Une fois arrivé à Vienne, je devrais poursuivre l'aventure en solitaire. Je suis tellement heureux d'avoir pu partager ce petit bout de chemin ensemble. Nous fêtons nos adieux en assistant à un concert de musique classique. À ce moment-là, je ne réalise pas encore que son départ risque de me bouleverser. Ouais, là, je crois que j'ai un petit coup de pression, là. Ma mère vient de repartir. Je sais pas, j'ai un mélange de stress, d'angoisse, d'appréhension, une boule au ventre. J'ai envie de craquer alors que je sais même pas pourquoi. C'est l'ascenseur émotionnel de l'aventure, c'est un truc de ouf. Je sais pas pourquoi. Je sais pourquoi je suis là, je sais ce que je vais faire, je sais ce qui m'attend, je sais que ça me donne trop envie, mais là j'ai un gros stress quoi, Ouais, je sais pas pourquoi. Je quitte la capitale accompagné par des rafales de vent, direction la frontière slovaque. Le vent souffle et me pousse vers l'épuisement. Le soir, j'arrive à Bratislava, la capitale de la Slovaquie. Je n'ai pas vraiment la tête à visiter, je me sens perdu, comme déboussolé. J'ai l'impression d'avoir égaré mon objectif. En Hongrie, ce sentiment s'améliore. Je reprends goût peu à peu à l'aventure, même quand l'un de mes hôtes ne m'ouvre pas la porte à 21h du soir, après avoir fait une centaine de kilomètres à vélo sous la pluie, alors qu'il m'avait donné sa parole. Je quitte ce pays sous la pluie, contraint de devoir changer mes plans. Non mais franchement, j'aurais jamais cru prendre le train au cours de cette expédition à vélo quoi. Enfin, mais là, vu la météo, c'est juste pas possible en fait. La route était trop dangereuse, je préfère assurer ma sécurité que de risquer ma vie toutes les 30 secondes par des camions qui me doublent en plein brouillard sous la pluie, vent de face, sur une nationale, sans bas-côté. Donc en plus j'ai glissé sur la route à un moment donné et je me suis rattrapé de justesse, je sais pas comment j'ai fait avec la pédale. Donc là j'ai eu vraiment très très chaud aux fesses. Donc là je suis très bien dans le train et ça va pas coûter cher et je préfère finir mon étape et être au moins en sécurité et ça va aussi rassurer mes proches. Une fois descendu du train, j'ai l'impression d'avoir changé de continent. Toutefois, je n'ai pas encore quitté l'ancien monde. Je viens d'arriver en Roumanie. C'est l'un des États les plus pauvres de l'Europe. Ce pays est fascinant, mais dangereux pour les cyclistes puisqu'il n'y a pas de bas-côté sur la plupart des routes des régions les moins développées. Les camions me rappellent que la vie ne tient qu'à un seul fil. Ma plus belle découverte dans ce pays est de très loin la mine de sel de Tourda. Cet endroit est vraiment particulier, mêlant nature et activité humaine. C'est dans ces anciennes mines de sel que l'homme a eu la bonne idée de créer un centre de loisirs. Grâce à cette innovation, il est désormais possible de faire un tour de barque ou de grande roue sous la terre dans des mines. Néanmoins, ce n'est pas ma seule découverte. Je suis également allé explorer le petit village de Sigishiwara qui regorge de belles couleurs au milieu de ses petites rues étroites. Le château de Viskri qui se trouve au beau milieu de nulle part, dans une petite ville qui semble être restée figée au XXe siècle. Cette partie du pays me redonne le sourire. J'ai enfin retrouvé goût au voyage. Je dévale les routes sous un soleil nitessant, tout en prenant le temps d'observer les monuments qui jalonnent mon itinéraire. Arrivé à Brasov, je suis aux portes des fameuses montagnes des Carpates. Je ne prends pas le temps de saluer Dracula, je fonce directement plein sud, vers l'Ascension. Je me surprends moi-même en me rendant compte que je suis en train de prendre du plaisir à souffrir dans cette montée, que l'excitation devient de plus en plus intense à chaque virage. Finalement, je suis presque déçu en arrivant à la station. Je voulais poursuivre ma montée sur encore quelques lacets. Le lendemain, je suis arrivé à Bucarest, laissant derrière moi les Carpates et la foule de touristes qui a fini par m'oppresser devant les iconiques châteaux de la région. Je pensais être déçu par cette capitale, mais finalement j'ai fini par apprécier cette ville, au point d'y rester une nuit supplémentaire pour y déambuler. En Bulgarie, après avoir traversé 16 pays, la situation s'est nettement dégradée. Les paysages sont devenus fades, sans intérêt et jonchés de déchets. J'ai accéléré le rythme, faisant des distances toujours plus longues pour arriver jusqu'à Varna,
la deuxième ville la plus importante du pays, faisant face à la mer Noire. C'est sur cette plage que j'ai commencé à prendre du recul sur mon aventure, à prendre conscience de ce que je suis en train de réaliser, moi, le petit au tendon coupé, ancien patient de la maladie de Lyme. Il y a déjà 9000 km qui me séparent de ma ville natale. Ces kilomètres, je les dédie à toutes les personnes atteintes de pathologies chroniques. Je voudrais qu'ils continuent de se battre, qu'ils gardent espoir. Un jour, ce sera à eux de prendre un vélo et de pédaler vers la liberté. Ma santé s'étant fortement dégradée sur ces derniers jours, après 3 mois d'insomnie, je me suis permis d'aller jusqu'à Istanbul en bus. Cette ville est très importante pour moi. Elle marque la séparation entre l'Europe et l'Asie, en mélangeant diverses cultures. Mais plus important encore, elle symbolise la fin de cette première partie d'expédition. Initialement, j'avais prévu de passer l'hiver dans cette région du monde, pour poursuivre mon aventure sur le continent asiatique en 2025, sous un climat plus agréable. Toutefois, j'ai pris la décision de passer l'hiver en France, pour plusieurs raisons. D'un point de vue logistique, ce n'est certainement pas la meilleure solution. Ne voulant pas prendre l'avion, cela me rajoute énormément de kilomètres. Je suis par conséquent reparti en direction de la Grèce, après avoir passé 4 jours à Istanbul. J'ai continué à faire de longues sorties vélo pour regagner la frontière grecque. Je m'étais donné l'objectif d'arriver à Rennes en 22 jours, en utilisant tous les moyens de transport possibles, sauf l'avion. Je viens de passer la frontière entre la Turquie et la Grèce. Et là maintenant je suis sur une grande rocade, mais il n'y a personne, c'est abusé. Dans un premier temps, je n'utilisais que le vélo, longeant la mer de Thrace, en observant le soleil surgir de par derrière les montagnes, et en le regardant plonger dans l'immensité de l'eau salée. J'ai traversé des parcs nationaux en profitant de la nature, de la solitude, des églises construites dans des endroits insolites, et de la beauté des lagons. J'ai dormi dans ma tente isolée de la société, loin du climat anxiogène des villes. J'ai roulé pendant 5 jours en parcourant plus de 600 km, la mer sur ma gauche. Le dernier jour, juste avant Thessalonique, j'étais épuisé. Mon corps était trop fatigué pour continuer sur cette cadence. J'en ai jamais autant souffert de ma vie dans une montée. Je me suis arrêté je sais pas combien de fois. Là, faire une montée pareille avec un pourcentage de 13-14% sur je sais pas combien de kilomètres même. Franchement, après 90 km de vélo, je suis mort, je suis rincé, je sais même pas quoi dire, c'est... Oh la vache. Là, elle m'a achevé quoi la vie. Le lendemain, j'ai continué ma traversée de la Grèce en bus, 6 heures de trajet pour rejoindre la mer Ionienne. Je suis arrivé à Igoumenitsa, une petite ville portuaire. Je suis resté 3 jours dans ce cadre idyllique. Je me suis senti apaisé, déconnecté de la réalité. Finalement, peut-être que nous avons tout faux. C'est peut-être ça la réalité. Le fait de retourner vers la nature, de vivre avec l'essentiel, de connaître l'insouciance du temps qui défile. J'ai dormi 2 nuits à cet endroit, en observant les couchers de soleil. Mais un soir, la nature m'a envoyé un message. Elle m'a rappelé que nous ne sommes pas les seuls prédateurs sur cette planète. Cette nuit, elle est vraiment très particulière déjà parce que j'avais monté ma tente sur une plage totalement déserte en Grèce et que j'étais entouré par une soixantaine de moustiques, donc j'étais comme un débile à claquer dans mes mains un peu partout pour essayer de tuer les moustiques. Et pareil, une fois dans ma tente, j'ai dû prendre 10 minutes à essayer de zigouiller tous les moustiques à l'intérieur. Mais ce que j'entraînerais surtout, c'est vers 1h du matin, quand j'ai entendu un premier ululement et que 5-6 secondes après, il y en a eu une dizaine à répondre en écho un peu partout autour de moi. Et là, j'ai commencé à paniquer un peu, parce que ça ressemblait pas à des chiens, mais en même temps, ça pouvait être que des chiens. Et toutes les heures, en fait, il y en avait un qui commençait, et puis d'un coup, tu avais 10-15 chiens qui commençaient à répondre en même temps. Et ça durait juste 1 minute à chaque fois. Et inconsciemment, je pensais à une autre bête, mais je me suis dit, en Grèce, c'est quand même bizarre. Et j'ai pas osé vérifier cette nuit-là sur internet, donc c'est que le matin même, quand je suis allé dans un café, j'ai regardé sur internet par curiosité s'il y avait des loups en Grèce. Et ouais, il y a des loups en Grèce. Et là, je me suis dit, mais c'est sûr, j'ai dormi entouré de loups en fait. Et là, je me suis dit, mais waouh, la nuit de dingue quoi. Après ces 3 jours dans ce petit coin de paradis, j'ai pris le ferry pour me rendre à Ancône, en Italie. En arrivant dans ce nouveau pays, soit le 21e de cette expédition, j'ai tout de suite pris un train pour me rendre à Bologne, une ville magnifique et colorée de l'Italie.
C'est à cet endroit que j'ai rejoint une voyageuse qui m'a pris dans son van. Ensemble, nous avons partagé 7 jours dans les Dolomites, l'un des massifs les plus connus d'Europe. Avant de rentrer en France, je voulais vraiment passer par un endroit incroyable pour marquer la fin de cette première partie d'expédition. Je n'ai pas été déçu. Honnêtement, c'est le plus bel endroit que j'ai pu visiter sur presque 7 mois d'aventure. C'est en montagne, les yeux humides, que j'ai mis fin à cette première partie du voyage. Maintenant que je suis rentré en France, je prépare la suite de mon aventure. La traversée de l'Europe était de loin la plus belle expérience de ma vie. Mais comparé à ce qui m'attend, ce n'était qu'une mise en bouche. Je ne ferai peut-être pas de nouveau 10 000 km de vélo, ni autant de pays. Toutefois, je devrais passer par des états bien plus vastes, plus dangereux, par des pays en guerre. Finalement, l'aventure ne fait que commencer. Maintenant que tu as fini la première partie de l'expédition, que tu as pu prendre un petit peu de recul, est-ce que tu as un moment que tu as vécu pendant cette expédition, un beau moment qu'on voit pas dans le documentaire que tu voudrais partager avec nous? Alors là, comme ça, j'en ai un qui me vient. C'est en Suède. J'avais pour objectif de trouver un élan, en tout cas de l'observer. Et jour après jour, j'ai essayé de regarder tous les matins sur le bord de la route si c'était possible d'en apercevoir un. Et au fur et à mesure des jours, en fait, j'ai commencé à perdre espoir parce que je ne voyais absolument rien. Ce n'est que le dernier jour ou l'avant-dernier jour où j'ai réussi à en observer un sur le bord de la route. Et ça a duré que 4-5 secondes, c'était très rapide. Mais c'était juste magique parce qu'il m'a regardé droit dans les yeux, je l'ai regardé droit dans les yeux. Et je pense qu'il était aussi surpris que moi de ce contact qu'on a pu avoir ensemble. Donc franchement, c'était juste magique. Ça devait être exceptionnel comme moment, surtout au dernier jour comme Ouais. ça. Et un moment par exemple plus émouvant que tu aurais vécu? Donc différent, j'en ai un qui me vient. Mais celui-là, il faut le regarder en image, c'est beaucoup plus parlant. Ça te dit qu'on le regarde ensemble? Ça me dit. Là, je pense même pas en fait aux 9000 et quelques kilomètres que j'ai pu faire pour venir jusqu'ici. Je repense à toutes ces années derrière moi. Je repense à la maladie de Lyme, à ces 3 ans de combat contre cette foutue maladie, à cette errance médicale où je suis passé d'hôpital en hôpital, de médecin en médecin, à la galère que j'ai pu avoir durant ces 3 années et que au final j'ai réussi à m'en sortir et que après ça 2 ans plus tard je me suis fait agresser dans la rue et je repense à ces 3 tendons qu'on m'a sectionnés à la cheville et je repense à ce médecin qui m'a dit que plus jamais j'allais recourir de ma vie et que j'allais sûrement marcher en boitant, que le sport c'était fini pour moi. Ouais, je repense à tout ça et je me dis que depuis j'en ai fait du chemin et que malgré tout ce qu'on a pu me dire depuis que je suis gosse, bah, j'ai quand même réussi à aller faire ces 9000 km et que juste derrière moi c'est la mer Noire et que peu importe ce qu'on a pu me dire jusqu'ici, j'ai jamais écouté personne, j'ai toujours cru en moi. Et je pense que c'est vraiment grâce à ça que j'ai pu arriver jusqu'ici. Et franchement, je suis fier de mon parcours. Même si pour l'instant, je ne suis pas encore arrivé à Istanbul et même si je ne le finis pas à vélo, cette partie-là, en tout cas, je peux être très fier de moi et... Ouais. En tout cas, je suis fier du parcours que j'ai fait jusqu'ici. Je sais pas trop si je réalise vraiment ou non, mais... En tout cas, je suis fier.